Mitchell Adler avait toujours été un homme de précision. Ses collègues du centre de recherche pharmaceutique ne l'appelaient pas « le chirurgien » parce qu'il maniait un scalpel, mais parce que son esprit disséquait les problèmes avec une efficacité clinique. À 43 ans, il s'était forgé une réputation comme l'un des toxicologues les plus éminents du pays, spécialisé dans la création d'antidotes contre des poisons exotiques. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. L'ironie ne lui échappait pas alors qu'il vomissait pour la 3e fois ce matin-là. 6 jours. 6 jours d'un mal qui ressemblait à la grippe la plus virulente qu'il ait jamais connue. « Mitchell, je t'ai préparé une soupe », dit la voix de Vivien, teintée d'une émotion indéfinissable, inquiétude. Anticipation ? Mitchell s'essuya la bouche et fixa son reflet. Ses yeux bleus habituellement perçants étaient injectés de sang, sa peau pâle malgré son teint naturellement hâlé. Ses cheveux noirs, d'ordinaire impeccablement coiffés, collaient à son front en sueur. Aplatit-il faiblement, éclaboussant son visage d'eau froide. Leur maison, une structure moderniste s'étendant au bord du lac Washington, avait été mise en vedette dans des magazines d'architecture, plafond haut, mobilier minimaliste, murs de verre offrant des vues spectaculaires. La suite parentale, où il était confiné, était plus grande que la plupart des appartements. Tout dans la vie de Mitchell était délibéré, contrôlé, exceptionnel, y compris son mariage. Du moins le croyait-il. Il retourna péniblement au lit juste au moment où Vivien entrait, portant un plateau. À 38 ans, elle restait d'une beauté saisissante, ses cheveux auburn tombant en douces vagues, sa silhouette affinée par des séances incessantes de pilates et de tennis. Ils s'étaient rencontrés 12 ans plus tôt, alors qu'elle était représentante en vente pharmaceutique. Son sourire professionnel cachait une intelligence acérée qui l'avait immédiatement attiré. « Tu as l'air terrible, mon chéri », dit-elle en posant le plateau et en touchant son front. « Toujours de la fièvre. Le médecin a dit que cela devrait passer dans quelques jours. » Mitchell s'adossa aux oreillers, regardant le bol de soupe fumante. « C'est la recette de ma grand-mère », dit Vivien avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Leur fils Noah apparut dans l'embrasure de la porte, serrant contre lui son dinosaure en peluche usée. Même à 7 ans, le garçon avait le regard analytique de Mitchell, toujours en observation, en train de traiter l'information. « Je peux entrer ?» demanda Noah. « Ton père est encore contagieux, mon chéri », répondit Vivien. « Pourquoi ne vas-tu pas finir tes devoirs ?» Noah hésita, ses yeux allant de l'un à l'autre de ses parents, puis recula à contre-cœur. « Il fait encore des cauchemars », dit Vivien en remuant lentement la soupe. Le docteur Palmer pense que cela pourrait être lié à son anxiété. Mitchell fronça les sourcils. Depuis quand Noah voit-il le docteur Palmer ? Je croyais que nous avions convenu que le conseiller scolaire suffisait. Les choses changent, Mitchell. Parfois, nous devons prendre des décisions sans réunion de comité. Elle tendit une cuillerée de soupe. Goûte, cela t'aidera à rétablir tes électrolytes. Mitchell prit la cuillère, mais son téléphone vibra avant qu'il ne puisse goûter. C'est le labo, je dois répondre. Une lueur d'agacement traversa le visage de Vivien. Bien sûr, dit-elle en quittant la pièce, la posture rigide. Mitchell répondit à l'appel de son partenaire de recherche, Bryant. Les résultats du composé sont revenus, dit Bryant sans préambule. Tu avais raison, la structure moléculaire se déstabilise à la température corporelle. Ce qui signifie que la toxicité augmente exponentiellement, conclut Mitchell. Nous devons reformuler. Déjà en cours. Comment va la peste ? J'ai connu mieux, dit Mitchell en jetant un coup d'œil à la soupe. Je devrais être de retour la semaine prochaine. Après avoir terminé l'appel, il reprit la cuillère, mais Noah fit irruption dans la pièce, les yeux écarquillés de panique. Mitchell sursauta alors que son fils grimpait sur le lit et lui arrachait la cuillère des mains. « Papa, ne la mange pas !» chuchota Noah avec urgence, son petit corps tremblant. Je l'ai vu verser le produit de nettoyage dessous l'évier dedans. Elle a dit à grand-père au téléphone, ça imite parfaitement les symptômes de la grippe. Elle revient, papa. Les mots frappèrent Mitchell comme un coup physique. Il entendit les pas de Vivien approcher. Fais semblant de la boire, supplia Noah en descendant du lit.
L'esprit de Mitchell s'emballa, des années de prudence professionnelle se mettant en marche. Il souleva le bol juste au moment où Vivien apparaissait dans l'embrasure de la porte. « Noah, je t'ai dit de rester dehors », lança-t-elle. « Il voulait juste prendre de mes nouvelles », dit Mitchell en portant la soupe à ses lèvres sans en avaler une goutte. « C'est bon, Viv, merci. » Noah recula, jetant un dernier regard désespéré à son père. Le sourire de Vivien revint alors qu'elle regardait Mitchell faire semblant d'avaler une autre cuillerée. « Je suis contente que tu l'aimes, » dit-elle doucement. « J'ai mis tout mon cœur à la rendre spéciale. » Chapitre 2, Diagnostic. Mitchell découvrit la vérité sur sa maladie avec la même précision méthodique qu'il appliquait à son travail de laboratoire. Le soir suivant l'avertissement de Noah, il recueillit des échantillons de la soupe, de son urine et de son sang pendant que Vivien pensait qu'il dormait. Il gardait un petit kit de test pour les situations d'urgence au travail, ce n'était pas exhaustif, mais suffisant pour détecter des substances toxiques courantes. Les résultats initiaux confirmèrent ses soupçons, des traces d'éthylène glycol, de l'antigel, étaient présentes dans la soupe et dans ses fluides corporels. Un composé incolore au goût sucré, qui se métabolise en acide toxique dans le corps. Ses symptômes, nausées, vomissements, insuffisance rénale, mort sinon traitée. La réalisation que sa femme depuis 12 ans l'empoisonnait systématiquement aurait dû le dévaster. Au lieu de cela, Mitchell sentit une froideur s'installer dans ses os, remplaçant la fièvre qui le tourmentait. Il administra silencieusement l'antidote qu'il gardait dans son laboratoire domestique, puis commença à planifier. Au cours des 2 jours suivants, il fit semblant de consommer les concoctions curatives de Vivien tout en les éliminant discrètement et en surveillant sa récupération. Il installa une petite caméra dans leur chambre et leur cuisine, connectant le flux à son téléphone. Il plaça des capteurs de mouvement sur la porte de son bureau et les tiroirs de son bureau. La 3e nuit, alors qu'il feignait d'être délirant de fièvre, il observa à travers la caméra Vivien entrer dans leur chambre à 2h14 du matin. Elle vérifia sa respiration, puis sortit une petite fiole de la poche de sa robe et, 1 heure plus tard, alors qu'il ajoutait quelques gouttes supplémentaires dans son verre d'eau, son téléphone l'alerta d'un mouvement dans son bureau. Les images montraient Vivien fouillant méthodiquement dans ses papiers, photographiant des documents avec son téléphone. Au matin, Mitchell avait compris 3 choses. Sa femme essayait de le tuer. Elle cherchait quelque chose dans ses dossiers. Et, en se basant sur l'avertissement de Noah à propos de « grand pas », elle n'agissait pas seule. Le père de Vivien, Roland Winters, était censé être mort depuis 5 ans, ou du moins, c'est ce qu'on avait dit à Mitchell. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda Vivien le lendemain matin, apportant un autre plateau de nourriture. Son ton compatissant sonnait désormais faux à ses oreilles. Un peu mieux, mentit Mitchell. En réalité, il se sentait nettement mieux depuis qu'il avait pris l'antidote. Le docteur a appelé, dit-il. Il pense que mes symptômes pourraient être dus à autre chose qu'une simple grippe. Il m'envoie un traitement supplémentaire. Quel genre de traitement ? Demanda Vivien un peu trop vite. Quelque chose pour une possible inflammation rénale. Une complication courante dans les infections virales sévères. Mitchell l'observait attentivement. Il s'inquiète de l'évolution. J'y ai réfléchi, dit Vivien en posant le plateau. Peut-être qu'on devrait demander un 2e avis. Le mari de mon ami Lynn est spécialiste. Je pourrais l'appeler. Ce ne sera pas nécessaire, répondit Mitchell. Le docteur Weston a déjà consulté un toxicologue. Son sourire vacilla l'espace d'un instant. Un toxicologue ? Ça paraît excessif pour une grippe. Mieux vaut prévenir que guérir. Après tout, c'est mon domaine. Il soutint son regard. Les poisons peuvent être des choses sournoises. Certains symptômes imitent parfaitement ceux des maladies courantes. Le teint de Vivien pâlit. Je suis sûr que ce n'est rien de grave. On verra bien, répondit Mitchell en prenant sa fourchette, remarquant que ses yeux suivaient chacun de ses gestes. Noah semblait bouleversé hier. Il va bien ? demanda-t-il. Les enfants ont une imagination débordante, répondit-elle avec désinvolture. Ils regardent trop de séries policières. Plus tard dans la journée, Mitchell appela son vieil ami et avocat Russell Delaney. Ils se connaissaient depuis l'université,
Et Russell faisait partie des rares personnes à qui Mitchell faisait une confiance absolue. J'ai besoin d'un service, Russ. C'est totalement confidentiel. Tu sais que je rembourserai. Que se passe-t-il? J'ai besoin d'infos sur Roland Winters, le père de Vivien. Celui qui est soi-disant mort depuis des années. Justement. Je dois savoir s'il l'est vraiment. Le silence de Russell en disait long. Mitch, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Mais j'ai besoin d'une surveillance sur Vivien. Professionnelle. Discrète. Et quelqu'un pour veiller sur Noah, au cas où il m'arriverait quelque chose. Bordel, Mitch. Fais-le, Russ. Je t'expliquerai tout bientôt. Ce soir-là, pendant que Vivien était à son club de lecture, Mitchell fouilla son ordinateur portable personnel. Des années de mariage l'avaient rendue négligente, son mot de passe était toujours Noah 2018. Ce qu'il trouva confirma ses soupçons croissants. Des emails cryptés vers un compte nommé Phoenix-Bising. Des dossiers détaillés sur son emploi du temps, ses recherches, ses données financières. Plusieurs recherches supprimées sur des poisons intraçables et des polices d'assurance vie. Mais le plus accablant, une entrée de calendrier prévue dans 3 semaines. Révision finale. 2 jours plus tard, transfert terminé. Mitchell assemblait peu à peu un puzzle terrifiant, un plan dans lequel il n'était jamais censé survivre jusqu'à la fin. Le lendemain matin, il reçut un message du détective privé engagé par Russell. Le sujet a rencontré un homme âgé, environ 70 ans, à l'hôtel Harbinger. Photo de surveillance jointe. Sur la photo granuleuse, l'homme assis en face de Vivien dans le restaurant de l'hôtel, était sans aucun doute Roland Winters. Son beau-père, supposément mort depuis 5 ans, était bel et bien en vie. Chapitre 3, signe avant-coureur. L'avertissement de Noah avait sauvé la vie de Mitchell, mais l'implication de son fils compliquait les choses. À 7 ans, Noah était à la fois perspicace et vulnérable. Mitchell devait le protéger tout en découvrant l'ampleur du complot de Vivien et Roland. Vendredi après-midi, Mitchell dit à Vivien qu'il se sentait assez bien pour emmener Noah prendre une glace, sa première sortie depuis qu'il était tombé malade. Ils étaient assis dans le Range Rover de Mitchell, garé devant le glacier. Le cornet au chocolat de Noah coulait sur la serviette que Mitchell avait soigneusement coincée sous son col. « Noah » commença Mitchell doucement. « Ce que tu as fait l'autre jour, me prévenir pour la soupe, c'était très courageux. » Noah fixait sa glace, soudainement moins intéressé. « Maman a dit que j'inventais des histoires. »« Je sais que ce n'est pas vrai, » dit Mitchell en se tournant vers lui. « Je veux que tu saches que je te crois. Et je vais nous protéger, tous les deux. »« Est-ce que maman veut nous faire du mal ?» demanda Noah d'une petite voix, tremblante. Mitchell choisit ses mots avec soin. « Je ne laisserai personne te faire de mal. Jamais. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Tu as vu maman parler à quelqu'un d'étrange récemment? » Noah hocha lentement la tête. « Grandpa vient à la maison parfois, quand tu es au travail. Maman dit que c'est un secret, parce que ça te rendrait triste de le voir. » Mitchell garda son calme, malgré la colère bouillonnante en lui. « Depuis quand il vient? » ?»« Après Noël. Il m'apporte des cadeaux, mais dit que je ne dois pas te les montrer. » « Est-ce qu'il te parle d'autre chose? » Noah hésita. « Il pose des questions sur ton travail. Et sur la pièce spéciale dans le sous-sol. Le laboratoire privé de Mitchell. Là où se trouvaient des années de recherche propriétaires. Noah, c'est important. Est-ce que maman ou grand-papa t'ont déjà donné quelque chose à me remettre? De la nourriture? À boire? » Les yeux de Noah s'emplirent de larmes. « Les vitamines. Maman a dit qu'elle t'aiderait à ne pas tomber malade. Mais après, tu es tombé très malade quand même. Les boosters immunitaires, que Vivien lui avait donnés depuis 3 mois. Mitchell les avait pris religieusement, croyant à une lubie santé de sa femme. Tu n'as rien fait de mal, mon grand. Tu n'as aucun tort. » Mitchell le prit dans ses bras. « Mais à partir de maintenant, je veux que tu sois très prudent. Ne prends rien de maman ou grand-papa sans me le montrer d'abord.
Et s'ils te demandent de me donner quelque chose, dis-leur que tu le feras, mais viens me le dire avant. Est-ce qu'on va partir? Demanda Noah. Pas encore. Il faut être patient encore un peu. Mitchell essuya une larme sur la joue de son fils. Mais je te promets qu'on ira bien. Cette nuit-là, Mitchell recommença à ressentir des crampes à l'estomac. Il comprit son erreur, trop tard. La glace. Vivien avait anticipé qu'il emmènerait Noah dehors, et il avait trafiqué ses pilules de lactose, le dosage était plus élevé cette fois. Elle perdait patience, tandis que Mitchell luttait contre la douleur en s'administrant un autre antidote. Son système de surveillance l'alerta d'un mouvement dans la cuisine. En consultant son téléphone, il vit Roland Winters, l'homme qui avait feint sa mort pendant 5 ans, se déplacer avec assurance dans sa maison, parlant à voix basse avec Vivien. Le conseil commence à s'inquiéter, dit Roland. Kaiser Pharmaceuticals ne peut pas attendre éternellement. Si nous ne livrons pas bientôt les recherches de Mitchell sur le composé RS-47, ils trouveront une autre voie. Il faiblit, répondit Vivien. Une semaine tout au plus. Le dosage est plus fort maintenant, et les dossiers, les prototypes sont dans son laboratoire. La serrure biométrique nécessite son empreinte digitale et un scan rétinien. Roland secoua la tête. Il nous les faut avant qu'il meure, Vivien. La formule vaut des milliards, mais seulement si nous pouvons la reproduire. Pas d'empreinte, pas de scan, pas d'accès. Je m'en occupe, répliqua sèchement Vivien. Mitchell me fait confiance. Une fois qu'il sera affaibli mais avant la défaillance organique, je le convaincrai d'ouvrir le labo. Je dirai que c'est pour un médicament d'urgence. Et le garçon? Il devient un problème. Le sang de Mitchell se glaça aux paroles de Roland. Laisse Noah à moi, dit Vivien d'un ton ferme. Ce n'est qu'un enfant. Personne ne le croira. Des enfants ont ruiné de meilleurs plans que le nôtre, avertit Roland, surtout ceux avec ses aptitudes particulières. Mitchell en avait entendu assez. Sa femme, et son père prétendument mort, ne cherchaient pas seulement à le tuer pour ses recherches, ils considéraient maintenant son fils comme un obstacle. La rage froide qui bouillonnait en lui se cristallisa en quelque chose de plus dur, plus déterminé. Il ne se contenterait pas de survivre à leur complot. Il les détruirait. Le lendemain matin, feignant la faiblesse, Mitchell appela Brian de son équipe de recherche. « J'ai besoin d'activer le protocole de contingence », dit-il sans préambule. Il y eut un silence au bout du fil. Le protocole minuit, Mitch? C'est réservé aux brèches critiques de sécurité. Oui. Je l'initie maintenant. Code d'autorisation, Delta 7 Phoenix 9. Compris. Canal sécurisé établi. Que s'est-il passé? Kaiser Pharmaceuticals tente une manœuvre personnelle pour obtenir le RS-47. J'ai besoin d'un endroit sûr pour un mineur, et d'un verrouillage complet de tous les fichiers de recherche. Bryant n'hésita pas, c'est fait. Extraction dans 48 heures. Et Bryant, ça reste entre nous. Toujours. Mitchell mit fin à l'appel et commença à taper un message à Russell. La donne avait changé. Vivien et Roland ne visaient pas simplement son assurance vie ou ses biens, ils étaient des espions d'entreprise cherchant à s'emparer de sa percée scientifique sur le RS-47, un composé révolutionnaire capable de neutraliser une large gamme de toxines biologiques. Rien que ses applications militaires le rendaient inestimable. Alors qu'il appuyait sur « Envoyer », Mitchell entendit un petit souffle. En levant les yeux, il vit Noah debout dans l'embrasure de la porte de sa chambre, les yeux écarquillés par la peur. « Maman prépare un dîner spécial ce soir », murmura Noah. Elle a dit que c'était pour fêter ta guérison. Mitchell hocha la tête, comprenant exactement quel genre de célébration Vivien préparait. Noah, dit-il doucement, tu aimerais faire un voyage spécial demain? Juste toi et moi. Les yeux de Noah s'illuminèrent brièvement, avant qu'un doute n'y passe. Maman vient aussi? Non, répondit Mitchell fermement. Ce voyage, c'est juste pour nous. Tu me le promets? Je te le promets. Maintenant, parlons du dîner. Je vais avoir besoin que tu sois très courageux, encore une fois. Chapitre 4 Contre-mesures.
Le dîner de célébration, ce soir-là, devint le premier coup dans la contre-attaque de Mitchell. Il arriva à table avec une apparente faiblesse, se déplaçant lentement, la peau pâlie grâce à un maquillage de scène appliqué avec soin, acheté via un service de livraison anonyme. Vivien avait mis les petits plats dans les grands, chandelles, porcelaine fine, son vin préféré, un Bordeaux 2008 découvert lors de leur 10e anniversaire en France et une paella de fruits de mer élaborée qu'il adorait. Un dernier repas parfait. Tu n'avais pas besoin de te donner tout ce mal, dit Mitchell en s'asseyant avec précaution sur sa chaise. Allons, tu es enfin en train de vaincre cette grippe affreuse. Cela mérite une célébration. Vivien sourit chaleureusement, lui serrant la main. Et puis, je repensais à notre conversation du mois dernier, sur le fait de passer plus de temps ensemble. Tu avais raison. La sincérité calculée dans sa voix aurait pu être convaincante si Mitchell n'avait pas découvert sa vraie nature. Il se demanda combien d'autres prestations il avait applaudi au fil des années. Noah, mets ta serviette sur tes genoux comme il faut, corrigea Vivien tandis que leur fils s'agitait nerveusement. C'est bon, répondit Mitchell en faisant un clin d'œil à Noah. Laisse-le profiter de son dîner. Tandis que Vivien servait la paella, Mitchell activa le dispositif d'enregistrement dissimulé dans sa montre, un autre outil d'urgence de son laboratoire. Chaque mot de ce soir serait documenté. Ça a l'air incroyable, dit-il en levant son verre. À la famille, et à l'honnêteté. Quelque chose vacilla dans les yeux de Vivien, de l'incertitude, peut-être, mais elle entrechoqua son verre contre le sien. À la famille. Mitchell prit une gorgée de vin, puis se mit à déplacer des objets sur la table d'un air distrait, la salière, son assiette, autant de gestes apparemment innocents qui lui permirent de positionner sa serviette spécialement conçue au bon angle sur ses genoux. « Comment avance le règlement de la succession de ton père » demanda-t-il avec innocence. « Des nouvelles des avocats en Suisse ?» La fourchette de Vivien s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Quoi ? La succession de Roland ? Tu avais mentionné l'an dernier qu'il y avait encore des soucis avec les comptes suisses. » Oh, elle se reprit vite. « Non, rien de nouveau. » Pourquoi cette question ? Juste une curiosité. La mort entraîne tant de complications juridiques. Mitchell prit une bouchée de paella, qu'il laissa discrètement tomber dans la serviette dissimulée sous la table. Je pensais à mettre à jour mon testament, en fait. Avec cette alerte santé, ça me semble raisonnable. C'est un peu prématuré, dit Vivien, la voix neutre. Mieux vaut prévenir que guérir. D'ailleurs, je devrais te montrer comment accéder à mes fournitures médicales d'urgence si jamais cela se reproduit. L'expression de Vivien s'éclaira d'un intérêt mal dissimulé. Ton labo ? Tu y as toujours été si protecteur. La famille d'abord, répondit Mitchell en prenant une autre fausse bouchée. On pourrait y aller après le dîner. Ce serait judicieux, acquiesça T.L., remplissant son verre de vin avec une générosité inhabituelle. Tout au long du repas, Mitchell maintint l'illusion de manger, tout en déposant discrètement la majorité de la nourriture dans sa serviette spécialisée. Noah, suivant leur plan soigneusement répété, occupa Vivien avec des questions sur sa prochaine foire scientifique à l'école. Après le dîner, Mitchell s'excusa pour aller aux toilettes. Une fois seul, il récupéra les échantillons de nourriture et le vin qu'il avait collecté, il les rangea dans des contenants hermétiques dissimulés dans la poche intérieure de sa robe. Il envoya ensuite un message pré-rédigé à Russell, colis prêt pour analyse, ramassage à minuit. De retour dans la salle à manger, Mitchell trouva Vivien en train de débarrasser la table, pendant que Noah la regardait avec des yeux fatigués. « Noah, il est l'heure d'aller au lit », annonça Mitchell. « Ce soir, c'est moi qui te borde. » Je comptais lui lire une histoire, protesta Vivien. « Tu as déjà fait assez pour ce soir, » répondit Mitchell, un double sens clair seulement pour lui. « Je m'occupe du coucher. » Dans la chambre de Noah, Mitchell suivit leur routine du soir avec une normalité délibérée, pyjama, brossage de dents, histoire du soir. Alors qu'il refermait le livre, il se pencha vers son fils. « Tu te souviens de ce qu'on a dit pour demain » murmura-t-il. « Un petit sac à dos avec mes affaires préférées, rien de trop voyant, » répondit Noah en hochant la tête avec gravité. « Est-ce qu'on reviendra à la maison » demanda-t-il. «
Mitchell pesa soigneusement sa réponse. Cette maison ne sera peut-être plus notre maison très longtemps. Mais nous serons ensemble. Et c'est ça qui compte. Après que Noah se soit endormi, Mitchell retourna dans le couloir où Vivien l'attendait, une lueur familière dans les yeux. Autrefois, il l'aurait reconnue comme du désir. Aujourd'hui, il savait ce que c'était, de la stratégie. Je pensais qu'on pourrait vraiment fêter ça, ronronna TL en faisant glisser sa main le long de son torse. Cela fait des semaines. Mitchell reconnut la phase finale de son plan. Si le poison dans le dîner n'avait pas suffi, la dose bien plus importante qu'elle avait probablement préparée pour leur moment intime le ferait. Le sexe avait toujours été une arme dans l'arsenal de Vivien. Maintenant, ce serait l'arme du crime. J'en ai très envie, mentit-il en la serrant contre lui. Mais d'abord, laisse-moi te montrer l'accès au laboratoire. Mieux vaut le faire pendant que j'ai encore les idées claires. Une ombre de déception passa sur le visage de Vivien avant qu'un sourire ne le remplace. Bien sûr, la sécurité avant tout. Ils descendirent au sous-sol, où le laboratoire ultramoderne de Mitchell était protégé par une porte renforcée avec un scanner biométrique. Ce système lie à la fois les empreintes digitales et la rétine, expliqua Mitchell en posant son pouce sur le scanner et en s'inclinant pour la reconnaissance oculaire. Seules mes données biométriques peuvent l'ouvrir. La porte s'ouvrit dans un léger sifflement, révélant un laboratoire immaculé, plan de travail blanc, équipement brillant, unité de stockage à température contrôlée, les fruits de décennies de recherche concentrés dans une seule pièce. En cas d'urgence, Mitchell guida Vivien à travers le laboratoire. Les médicaments essentiels sont ici, dit-il en ouvrant une armoire réfrigérée contenant des dizaines de fioles étiquetées. Chaque fiole était marquée avec son usage et sa posologie. Les yeux de Vivien scrutèrent la pièce, s'attardant sur le serveur sécurisé et les classeurs. Et tes données de recherche? Si l'université ou l'agence pharmaceutique a besoin d'y accéder? Tout est sauvegardé sur des serveurs cryptés, répondit Mitchell. Mais j'ai aussi une copie physique. Il se dirigea vers un coffre mural, se positionnant de manière à ce qu'elle ne voie pas la combinaison. À l'intérieur, plusieurs disques durs externes et une pile de carnets. Tout est là. La recherche complète sur le RS-47 et tous les composés préliminaires. Il se tourna vers elle. Y comprit la formule que Kaiser Pharmaceuticals cherche désespérément à obtenir. Vivien se figea, son masque glissant pour la première fois. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment? Mitchell s'adossa au comptoir. C'est curieux comme Kaiser s'est intéressé à mes travaux. Comme s'ils avaient des informations de l'intérieur. Tu deviens parano, Mitchell. Cette grippe t'a retourné le cerveau, répondit-elle, son rire cassant. Peut-être, dit-il en retournant vers la porte. Je suis fatigué, tout à coup. On remet notre fête à plus tard? Un soulagement visible traversa les traits de Vivien. Bien sûr, mon amour. Tu dois te reposer. Aucun des deux ne dormit cette nuit-là. Mitchell, parce qu'il exécutait la prochaine phase de son plan, sécuriser les preuves, finaliser les préparatifs, se préparer à l'orage. Vivien, parce qu'elle envoyait frénétiquement des messages à un contact désigné uniquement par la lettre P dans son application de messagerie cryptée. À 3h17 du matin, le système de surveillance de Mitchell enregistra sa conversation téléphonique murmurée. Ça ne va pas assez vite. Il faut accélérer. Oui, je comprends les risques. Tout est dans le labo. Demain soir. Je m'en assurerai. Mitchell savait maintenant que leur chronologie avait changé. Quoi que Vivien et Roland avaient prévu, ce serait pour le soir suivant. Il devait donc ajuster ses propres plans. Chapitre 5, Extraction. Le lendemain matin apporta une révélation capitale. Recel à plat avec les résultats de l'analyse alimentaire. Mitch, les échantillons contenaient du thallium. En quantité significative. C'est un métal lourd toxique. Je sais ce que c'est, Russ. Incolore, inodore, s'accumule lentement dans le corps. Les symptômes imitent d'autres maladies, jusqu'à ce que les organes lâchent. Jésus, Mitch. Ta femme essaie de te tuer. Pas essaie, Russ.
Elle me poisonne depuis des mois. Les renforçateurs immunitaires qu'elle me donnait contenaient probablement de faibles doses, histoire de les accumuler. La récente hausse? La phase finale. Il faut prévenir la police. Pas encore. Elle n'est pas seule. Elle travaille avec quelqu'un. Son père. Apparemment bien vivant, malgré sa mort il y a 5 ans. Ils veulent ma recherche sur le RS-47. Un composé de contre-mesures biologiques. Celui qui intéresse aussi l'armée. Il vaut des milliards, Russ. Pour celui qui détiendra le brevet. Russell souffla bruyamment. Et donc? Noah et moi disparaissons aujourd'hui. Je veux que la planque soit prête pour midi. Déjà fait. Et les preuves? Je rassemble les dernières pièces à l'instant. Dis à ton contact au FBI d'être prêt à tout recevoir demain matin. Après avoir raccroché, Mitchell se rendit dans la chambre de Noah, où son fils rangeait soigneusement son sac à dos comme on lui avait dit. Son dinosaure en peluche, ses livres préférés, la boussole spéciale que Mitchell lui avait offerte pour son anniversaire. Prêt pour l'aventure? Demanda Mitchell. Noah hocha la tête sérieusement. Maman sera fâchée? Elle sera surprise. Mais c'est important, Noah. Parfois, les adultes prennent de mauvaises décisions. Et d'autres adultes doivent intervenir pour remettre les choses en ordre. Comme quand Tyler a pris l'argent du déjeuner de Jacob, et que Madame Harrison l'a obligé à le rendre. Mitchell sourit tristement. Quelque chose comme ça. Mais en plus grave. Et souviens-toi, ce n'est pas ta faute. En bas, Vivien préparait le petit déjeuner en fredonnant sans mélodie une habitude que Mitchell avait autrefois trouvée attendrissante, mais qu'il reconnaissait désormais comme un signe de nervosité. « Tu es déjà debout » remarqua-t-elle. « Tu te sens mieux » Beaucoup mieux, répondit Mitchell en se servant une tasse de café. En fait, je pense que Noah et aujourd'hui, je devrais prendre un peu l'air. Peut-être conduire jusqu'à Whitbaseland, marcher sur la plage. Le fredonnement de Vivien s'interrompit brusquement. Tu as à peine réussi à tenir jusqu'à la fin du dîner hier soir. C'est fou ce qu'une bonne nuit de sommeil peut changer. Mitchell sirota son café. Et puis, j'ai négligé Noah avec cette maladie. Il est temps de passer un moment père-fils. Je ne pense pas que ce soit prudent. Tu es encore en convalescence. Je vais y aller doucement. On sera de retour pour le dîner. Mitchell planta son regard dans le sien. À moins que tu aies quelque chose de prévu ce soir? L'expression de panique furtive qui traversa le visage de Vivien confirma ses soupçons, elle avait besoin qu'il reste à la maison pour une raison bien précise. Je m'inquiète juste que tu en fasses trop, se reprit-elle avec fluidité. Mais si tu te sens en forme, une petite escapade pourrait te faire du bien. Mitchell laissa transparaître une nuance dans sa voix. Ça ira, Vivien. Je pense connaître mes limites. Elle cligna des yeux à ce ton, mais acquiesça. Bien sûr. Je vais préparer quelques encas pour la route. Pas la peine, répondit Mitchell avec désinvolture. On prendra quelque chose en chemin. 1 heure plus tard, Mitchell et Noah roulaient vers le nord à bord du Range Rover. Mais pas en direction de Whitbaseland. Ils se rendirent à une piste d'atterrissage privée, où un avion affrété les attendait. Russell se tenait à côté de l'appareil, manifestement tendu. « Tonton Russ. » Noah courut vers celui qui était aussi son parrain. « Et, champion !» Russell s'agenouilla pour serrer le garçon dans ses bras. « Prêt pour notre mission secrète ?» Tandis que Noah montait à bord avec le pilote, Russell prit Mitchell à part. « Tout est prêt dans la propriété du Montana. Ma sœur vous y attendra. Elle prend un congé de son poste d'enseignante pour s'occuper de Noah. Je te dois une fière chandelle, Russ. Tu peux le dire, oui. » Il lui tendit un téléphone satellite. Intraçable. Appel une fois installé. Et Mitch? Il lui posa une main ferme sur l'épaule. Sois prudent. Ces gens ne plaisantent pas. Mitchell hocha la tête, sombre. Moi non plus. Alors que l'avion décollait, Mitchell observait son fils,
les yeux brillants d'excitation devant le hublot si innocent malgré le chaos qui les entourait. Ce moment cristallisa en lui une résolution inébranlable, Vivien et Roland ne l'avaient pas seulement trahi. Ils avaient menacé Noah. Pour ça, il n'y aurait aucune pitié. En vol, Mitchell reçut un SMS de Bryant. Protocole minuit activé. Tous les serveurs verrouillés. Sauvegarde physique sécurisée hors site. Un second message du détective privé suivi. Les sujets sont au domicile. 3 individus non identifiés sont arrivés à 10h42. Matériel en cours de déchargement. Vivien avait donc accéléré le plan desquels avait compris que Mitchell et Noah avaient disparu. Ils allaient tenter d'extraire ce qu'ils pouvaient du laboratoire avant de disparaître. Mais Mitchell avait prévu ce scénario. À l'atterrissage, ils furent conduits à une propriété reculée du Montana, un ranch niché contre les montagnes, invisible depuis la route. La sœur de Russell, Diane, les accueillit chaleureusement. « Noah, pourquoi ne pas t'installer pendant que ton père passe quelques appels ?» Elle guida le garçon à l'intérieur. Seul sur le porche, Mitchell connecta le téléphone satellite à son ordinateur sécurisé. Quelques frappes au clavier, et il accéda aux caméras de surveillance du domicile. Ce qu'il vit confirma ses prédictions. Vivien, Roland, et 3 hommes en combinaisons anonymes tentaient de pénétrer dans le laboratoire. Leur frustration était palpable, le scanner biométrique refusait l'accès. « Essaie ces codes de secours », ordonna Roland. « Je t'ai dit qu'il ne les a jamais partagés avec moi », répliqua sèchement Vivien. « Alors on y va à l'ancienne. » L'un des hommes sortit un appareil électronique spécialisé. « Ça contournera la sécurité, mais ça déclenchera aussi les systèmes d'alarme. » « On n'a pas le choix, » répondit Vivien. « Si Mitchell soupçonne quelque chose, il ne reviendra jamais. C'est notre seule chance. » Mitchell les observa pendant plusieurs minutes avant de passer son premier appel. « Ici Mitchell Adler. Code d'autorisation, Sierra Tango 957. J'observe une tentative d'effraction à mon domicile via caméra à distance. Merci d'envoyer la police immédiatement. Code vérifié, Dr Adler. Les forces de l'ordre sont en route. Souhaitez-vous déclencher la réponse de sécurité intégrée ? Mitchell sourit froidement. Pas encore. Attendez mon signal. Son appel suivant fut destiné à l'agent spécial Carl Michael du département de l'espionnage industriel du FBI, un contact obtenu par Russell. Dr Adler, les preuves préliminaires fournies par votre avocat sont convaincantes, mais pas encore suffisantes pour une arrestation. Consultez le serveur sécurisé dans 5 minutes. Vous y trouverez tout ce qu'il faut. Mitchell exécuta alors une commande à distance. Dans le laboratoire, des capteurs de gaz détectèrent les outils spécialisés utilisés par les intrus, outils qui dégageaient des signatures chimiques bien précises. Ces signatures déclenchèrent un protocole de sécurité secondaire que Mitchell avait installé des années plus tôt. Sur son écran, il vit les caméras cachées s'activer à l'intérieur du laboratoire, enregistrant vidéo et audio en haute définition. En même temps, un coffre dissimulé dans le sol s'ouvrit automatiquement, révélant ce qui semblait être des carnets de recherche et des disques durs externes. « Là !» s'exclama Roland lorsqu'ils parvinrent à entrer. « Le coffre est ouvert, prenez tout. » Un des techniciens examina un carnet. « C'est ça, la formule RS-47 et les protocoles de test. Téléchargez tout depuis le serveur aussi. » Roland était catégorique. « Kaiser veut la documentation complète. » Mitchell sourit, implacable. Il enregistrait chaque mot, chaque aveu, chaque pièce à conviction. Quand Roland passa un appel à un contact désigné uniquement comme « le directeur » chez Kaiser Pharmaceuticals, confirmant l'acquisition des recherches, Mitchell sut qu'il les tenait. Il envoya le paquet complet de surveillance à l'agent Carl Michael, puis appela de nouveau la société de sécurité. Activez le protocole Oméga. Confinement total. En quelques secondes, des volets métalliques renforcés s'abattirent sur toutes les sorties du laboratoire. Le système de ventilation s'inversa, créant une pression négative empêchant toute fuite par les conduits d'air. Et surtout, chaque geste, chaque mot, continuait d'être enregistré. Que se passe-t-il ? Hurla Vivien alors que les volets claquaient.
Le visage de Roland se tordit de rage. Ton mari. Il savait. Le regard de choc pur sur le visage de Vivien aurait pu être satisfaisant dans d'autres circonstances. C'est impossible. Il est malade depuis des jours. Il me fait confiance. Visiblement pas, cracha Roland. Appelle-le. Maintenant. Mitchell la regarda appeler encore et encore, son calme s'effritant à chaque sonnerie sans réponse. Quand les sirènes de police se firent entendre sur le flux de surveillance, la panique éclata. Il faut tout détruire, ordonna Roland. Brûler les carnets. Effacer les serveurs. Trop tard, murmura Mitchell. Les agents du FBI, accompagnés de la police locale, encerclèrent la maison. Beaucoup trop tard. Chapitre 7, contre-attaque. 3 mois s'étaient écoulés. Mitchell et Noah avaient établi une nouvelle routine au ranch du Montana, leur journée remplie d'enseignements à domicile, d'activités en plein air et de séances de thérapie hebdomadaires pour Noah. Le garçon faisait preuve de résilience, traitant progressivement les bouleversements de sa jeune vie avec l'aide de professionnels soigneusement sélectionnés par Mitchell. Les procédures judiciaires contre Vivant, Roland et leurs collaborateurs de Kaiser Pharmaceuticals progressaient de manière prévisible, les chefs d'accusation initiaux étaient réduits par des négociations de plaidoyer, la libération sous caution était accordée à tous sauf Roland, dont la fausse mort faisait de lui un risque de fuite. Les avocats d'entreprise travaillaient sans relâche pour contenir les dégâts. Mitchell observait tout cela avec un détachement froid, assistant aux audiences virtuelles depuis le Montana, fournissant des témoignages lorsque nécessaire. En apparence, il coopérait pleinement avec le système judiciaire tout en se concentrant sur la reconstruction de sa vie avec son fils. Peu de gens soupçonnaient ce qui se passait en coulisses. Dans une pièce sécurisée du ranch, Mitchell avait établi un centre de commandement, avec plusieurs moniteurs surveillant les marchés financiers, les cycles d'actualité et les procédures judiciaires. C'est là qu'il orchestrait la première phase de sa véritable contre-attaque. Phase interminée, rapporta Bryant lors de leur appel vidéo crypté. L'action de Kaiser Pharmaceuticals a chuté de 27% après la fuite des protocoles de sécurité de recherche dans les revues médicales. Y a-t-il un lien qui remonte jusqu'à nous, demanda Mitchell. Aucun. Les documents semblent provenir de lanceurs d'alerte internes. Leur processus d'approbation par la FDA pour 3 médicaments majeurs a été suspendu en attendant une enquête. Mitchell acquiesça avec approbation. Les documents divulgués, méticuleusement élaborés pour exposer les raccourcis réels en matière de sécurité que Kaiser avait mis en œuvre, constituaient son premier coup. L'entreprise qui avait orchestré sa tentative de meurtre luttait désormais pour sa survie. Et les membres du conseil d'administration, demanda Mitchell. 4 ont déjà démissionné, y compris le directeur Lawrence Phillips, le contact de votre épouse. La SEC enquête sur leurs transactions boursières avant les révélations publiques. Des accusations de délit d'initié semblent probables. Et les finances personnelles. Le sourire de Bryant était froid. L'algorithme que vous avez conçu fonctionne parfaitement. Des écarts subtils apparaissent dans leurs comptes, les portefeuilles d'investissement subissent des pertes inexpliquées, les scores de crédit diminuent sans cause apparente. Rien de suffisamment dramatique pour suggérer une manipulation délibérée, mais l'effet cumulatif est substantiel. Excellent. Procédez à la phase 2, en ciblant les comptes suisses de Roland. Je veux que chaque centime qu'il a caché soit tracé et gelé. Après la fin de l'appel, Mitchell tourna son attention vers l'élément final de sa contre-attaque, le plus personnel. Les conditions de libération sous caution de Vivant interdisaient tout contact direct avec Mitchell ou Noah, mais lui permettaient de rester à Seattle sous surveillance électronique. Elle avait emménagé dans un appartement haut de gamme en utilisant des fonds que Mitchell n'avait pas encore réussi à geler, maintenant l'apparence d'une dignité maîtrisée tout au long des procédures judiciaires. Cette façade était sur le point de s'effondrer. Mitchell ouvrit une plateforme de messagerie sécurisée et contacta l'enquêteur privé qui surveillait Vivant depuis des mois. Procédez à la livraison, ordonna-t-il. L'enquêteur confirma la réception de l'instruction, et Mitchell passa au flux de surveillance montrant l'immeuble de Vivant. 20 minutes plus tard, un coursier livra un colis à sa porte. Mitchell observa Vivant accepter la livraison, son visage exprimant la confusion en voyant l'absence d'adresse de retour.
À l'intérieur de son appartement, elle ouvrit soigneusement le colis pour y trouver un seul objet, une petite cuillère en argent élégante, identique à celle qu'elle avait utilisée pour remuer le poison dans la soupe de Mitchell. Un mot manuscrit, rédigé dans l'écriture précise de Mitchell, y était attaché: « Tu m'as enseigné la vertu de la patience ». La couleur disparut du visage de Vivant alors qu'elle laissait tomber la cuillère, reculant comme si elle pouvait l'attaquer. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait d'appeler quelqu'un, probablement son avocat, mais elle ne semblait obtenir aucune réponse. Au cours de la semaine suivante, des colis similaires arrivèrent quotidiennement, un verre d'eau assorti à leur service domestique, un flacon de médicaments étiqueté avec une nomenclature chimique précise, une petite fiole de liquide clair, en réalité une solution saline inoffensive, mais Vivant n'avait aucun moyen de le savoir. Chaque objet lui rappelait son crime, chaque livraison prouvait que, malgré les ordonnances restrictives et les conditions de libération sous caution, Mitchell pouvait l'atteindre quand il le souhaitait. Aucune menace directe n'était proférée, rien qui puisse constituer du harcèlement ou de l'intimidation en termes juridiques, mais l'impact psychologique était dévastateur. La surveillance montrait Vivant devenant de plus en plus paranoïaque. Elle cessa de manger au restaurant, commença à vérifier obsessionnellement sa nourriture et son eau, installa des verrous supplémentaires sur la porte de son appartement. Sa façade posée s'effondra alors que des cernes sombres se formaient sous ses yeux en raison de l'insomnie. Pendant ce temps, le filet de sécurité financière soigneusement construit par Roland commença à se défaire. Les comptes suisses qu'il avait passé des décennies à bâtir, d'abord grâce à des brevets pharmaceutiques légitimes, puis par l'espionnage industriel, furent signalés par les autorités bancaires agissant sur des informations anonymes. Les actifs furent gelés en attendant une enquête sur la fraude au certificat de décès. Le plus dévastateur fut la découverte de communications entre Roland et plusieurs organisations terroristes connues concernant des armes chimiques, des communications que Mitchell avait méticuleusement fabriquées en utilisant la signature numérique et les schémas de communication de Roland. L'agent Carmichael demande une autre réunion, informa Russell à Mitchell. L'angle du terrorisme a élevé cela au niveau de la sécurité nationale. Programmez-la pour demain, répondit Mitchell. J'exprimerai un choc approprié et coopérerai. Mitch, hésita Russell, je suis ton ami depuis 20 ans, je te connais mieux que presque personne. Cela va au-delà de la justice, c'est autre chose. Ils ont essayé de me tuer lentement et douloureusement, Russ. Ils ont menacé mon fils. Le système judiciaire leur donnera quelques années dans une prison à sécurité minimale avant qu'ils ne soient libres de reconstruire leur vie. Est-ce cela, la justice ? Non, mais il y a des limites. Des limites qu'ils ont franchies en premier, interrompit froidement Mitchell. Je ne viole aucune loi. Je m'assure simplement qu'ils subissent les pleines conséquences de leurs actions. Russell étudia le visage de son ami, reconnaissant la détermination implacable. Et quand cela se terminera-t-il ? Mitchell se tourna vers ses moniteurs. Lorsqu'ils n'auront plus rien, tout comme ils l'avaient prévu pour moi. Et les poursuites collectives intentées par les actionnaires ont annoncé des licenciements massifs et une réorganisation. Les cadres ayant collaboré avec Roland et Vivant se sont retrouvés sans emploi, leurs réputations anéanties. Ce qui satisfaisait le plus Mitchell, c'était l'isolement total de Vivant. Ses anciens amis, beaucoup issus des hautes sphères de la société de Seattle, s'étaient désolidarisés de celle qu'on appelait désormais la femme empoisonneuse, comme l'avaient surnommé les tabloïds. Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient inondés de commentaires virulents. Son avocat, sentant que le dossier était perdu, lui conseilla de plaider coupable afin de réduire les charges. Elle demande une rencontre, informa Russell à Mitchell un soir, à titre informel, sans avocat présent. L'expression de Mitchell demeura neutre. Dans quel but ? Demanda-t-il. Elle prétend avoir des informations sur des conspirateurs supplémentaires et affirme qu'elle ne les partagera qu'avec vous directement. Organisez-la, décida Mitchell après un moment de réflexion. Lieu sécurisé, surveillance complète, pas de contact physique. La rencontre fut fixée pour la semaine suivante, dans un lieu neutre, une salle de conférence au bureau du FBI à Seattle. Mitchell arriva de Montana, laissant Noah en sécurité avec Diane. Lorsqu'il entra dans la salle, il eut à peine le temps de reconnaître la femme qui l'attendait. En seulement 4 mois, Vivant s'était transformé de la mondaine confiante en une coquille rongée par la culpabilité.
Ses vêtements de créateur pendaient sur son corps, sa chevelure autrefois impeccable était devenue terne et négligée, seule la lueur de ses yeux conservait une intensité désormais brûlante, mêlée de peur et de désespoir. « Tu as l'air bien, Mitchell ?» dit-elle en s'installant face à lui. « Toi, moi ?» répondit-il simplement. « Est-ce cela ton plan, me détruire complètement ?» Mitchell la regarda sans émotion. « Tu as tenté de me tuer par empoisonnement prolongé, une mort particulièrement cruelle et douloureuse. Tu as conspiré pour voler le fruit de toute ma vie. Tu as mis en danger notre fils. Que attendais-tu exactement qu'il se passe après ton échec? Prison, divorce, amende financière. » Ses mains tremblaient légèrement. « Pas cela. Cette destruction systématique de chaque aspect de ma vie. Mes comptes gelés, ma réputation ruinée, des colis étranges malgré toutes les mesures de sécurité. Je ne peux ni manger, ni dormir, les symptômes des tentatives d'empoisonnement. » Mitchell l'interrompit froidement. « Assez approprié, non ?» Vivant se pencha en avant. « Mitchell, je sais que je mérite une punition, mais cette vendetta va au-delà de la justice. Tu es devenu exactement ce que tu as créé. » Il termina la phrase pour elle. « Tu m'as dit que tu avais des informations sur des conspirateurs supplémentaires. C'est la seule raison pour laquelle je suis ici. » Son expression se modifia, un calcul remplaçant la désespérance. « Oui, j'ai des informations qui pourraient impliquer d'autres personnes chez Kaiser, qui n'ont pas encore été identifiées. Des informations sur d'autres recherches que Roland a ciblées au fil des années. Et en échange, arrête ce que tu fais dans l'ombre, laisse la procédure légale suivre son cours sans tes manipulations. » Mitchell la fixa longuement. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de négociation ici, pas de marché à conclure. Tu as tenté de détruire tout ce que je suis, maintenant je rends l'appareil. Mitchell, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu aurais dû penser aux conséquences avant de verser du poison dans ma soupe. » Mitchell se leva. « Toutes les informations que tu as peuvent être transmises à l'agent Carmichael. Cette rencontre est terminée. » Alors qu'il se tournait pour partir, vivant l'appela, « Et Noah? Il a perdu sa mère, c'est ce que tu voulais? » Mitchell s'arrêta à la porte. Noah a perdu sa mère le jour où elle a décidé que la vie de son père valait la peine d'être sacrifiée pour des secrets d'entreprise. Ne prononce plus jamais son nom. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Mitchell revut les enregistrements de surveillance de Vivant après leur rencontre. Elle était restée seule dans la salle de conférence pendant près d'une heure, ses épaules tremblant sous des sanglots silencieux, avant de se reprendre pour rencontrer son avocat. Mitchell ne ressentit rien. Ni satisfaction, ni pitié, ni même colère. Plus rien. Juste un détachement froid et clinique. La prochaine phase de son plan garantirait que ce détachement devienne permanent. Chapitre 8, Dissolution. 6 mois après les arrestations, les procédures judiciaires arrivèrent à leur conclusion. Par le biais d'accords de plaidoirie, Vivant reçut une peine de 8 ans pour tentative de meurtre et espionnage industriel, avec possibilité de libération conditionnelle après 4 ans. Roland, faisant face à des accusations plus graves, dont la fraude d'identité et des liens avec le terrorisme, fut condamné à 20 ans sans possibilité de libération. Les cadres de Kaiser Pharmaceuticals reçurent diverses peines pour leur rôle dans la conspiration. Aux yeux du public, la justice avait été rendue. Mitchell Adler, le brillant scientifique qui avait survécu à la tentative d'empoisonnement de sa femme et exposé un réseau d'espionnage industriel, reconstruisait sa vie avec son fils dans le Montana. L'intérêt médiatique s'estompa peu à mesure que de nouveaux scandales captivaient l'attention du public. La persona publique de Mitchell correspondait parfaitement aux attentes. Il accorda une seule interview télévisée, exprimant son soulagement quant à la résolution légale et son désir de vie privée. Il reprit la publication de ses recherches, mais désormais au sein d'une autre société pharmaceutique. Il fut photographié avec Noah lors d'un tournoi de pêche père-fils, tous deux souriant largement. Derrière cette façade soigneusement construite, la phase finale de la revanche de Mitchell se poursuivait avec une précision méthodique. Le ranch du Montana était devenu une maison permanente, largement rénovée pour inclure des systèmes de sécurité à la pointe de la technologie et un nouveau laboratoire de recherche où Mitchell pouvait poursuivre son travail.
Noah prospérait sous la tutelle de tuteurs spécialisés et d'un soutien thérapeutique, sa résilience naturelle l'aidant à s'adapter à leur nouvelle vie. Un matin frais d'automne, Mitchell était assis dans son bureau, révisant les derniers rapports sur ses opérations en cours. Les actifs restants de Roland, encore dissimulés, avaient été identifiés et l'expérience carcérale de Vivien, saisie grâce à des informations anonymes transmises aux autorités internationales, était subtilement manipulée à travers les connexions de Mitchell. Rien de dangereusement évident, mais assurant un maximum d'inconfort dans les limites légales. Kaiser Pharmaceuticals, autrefois un géant pharmaceutique, avait été acquis par un concurrent pour une bouchée de pain après l'effondrement de son action. Le directeur, qui avait coordonné avec Roland, faisait face à des charges fédérales supplémentaires pour des crimes financiers découverts lors de l'enquête. Russell arriva cet après-midi-là, son visage grave en entrant dans l'étude de Mitchell. Tout est finalisé, rapporta-t-il, posant une grosse enveloppe sur le bureau, décret de divorce, résiliation des droits parentaux, document de changement de nom pour Noah. À partir d'aujourd'hui, Vivien Adler n'existe plus légalement dans vos vies. Mitchell examina les documents, une satisfaction évidente dans ses yeux. Et l'autre question, demanda-t-il. Russell hésita. La fiducie a été établie comme vous l'aviez demandé. En cas de décès théorique, Noah sera pris en charge par Diane et moi-même en tant que tuteur et trusté financier. Et la fiducie secondaire a aussi été mise en place. L'inconfort de Russell était palpable. Mitch, es-tu sûr de cela? Le niveau de surveillance et de contrôle que tu mets en place va au-delà de la protection ou même de la rétribution. Je m'assure qu'il ne puisse jamais nous nuire à nouveau, répondit Mitchell calmement. Si quelque chose m'arrive, qu'il soit naturel ou autre, la fiducie secondaire s'active. Roland et Vivien seront surveillés pour le reste de leur vie, avec des ressources considérables allouées pour s'assurer qu'ils ne retrouvent jamais ce qu'ils ont perdu, ne reconstruisent jamais, ne trouvent jamais la paix. Et même après que tu sois parti, même après qu'ils aient purgé leur peine, surtout alors, la voix de Mitchell se durcit. Ils doivent comprendre qu'il n'y a pas de prescription pour une trahison de cette ampleur. Pas de nouveau départ. Pas de rédemption. Russell étudia son ami avec de plus en plus de préoccupation. Ce n'est plus de la justice, Mitch. C'est devenu une obsession. Peut-être, pensa Mitchell, en se tournant vers la fenêtre, observant Noah jouer dehors avec son nouveau chiot, un berger allemand en cours d'entraînement à la fois pour la protection et pour la compagnie. Mais c'est nécessaire. Ce soir-là, après le départ de Russell, Mitchell reçut une alerte de l'un de ses systèmes de surveillance. Vivien avait tenté de se suicider en prison. Un effort maladroit utilisant des médicaments entassés, découvert par les gardes avant qu'ils ne puissent réussir. Mitchell examina le rapport de l'incident avec un détachement clinique. Le système continuerait à surveiller son état psychologique, non pour prévenir d'autres tentatives, mais pour documenter l'impact continu de sa rétribution. Les jours passèrent, Mitchell se consacrant à l'éducation et au bien-être de Noah pendant les heures de jour, l'aidant avec des projets scientifiques, lui apprenant à monter à cheval, créant de nouveaux souvenirs sans trahison. La nuit, il perfectionnait ses mécanismes de surveillance et de contrôle, s'assurant que même si sa participation active cessait, les systèmes poursuivraient leur travail indéfiniment. Un mois après la tentative de suicide, Mitchell reçut une lettre de Vivien. Le système de filtrage de la prison avait signalé de nombreuses tentatives précédentes, mais Mitchell avait ordonné que celle-ci soit livrée. Son écriture, autrefois élégante et contrôlée, était désormais irrégulière et désespérée. Mitchell, je sais maintenant qu'il n'y a pas d'échappatoire à ce que j'ai fait, ou à ce que tu es devenu en réponse. La destruction systématique de tout ce que je suis continue, même derrière ces murs. Il n'y a aucun coin de mon existence que tu n'aies infiltré, aucun aspect de ma vie que tu n'aies corrompu. Je ne demanderai pas pardon, nous en sommes bien au-delà. Je te demande seulement de considérer ce que cette poursuite implacable est en train de te faire. Le Mitchell que j'ai épousé n'aurait jamais créé de mécanisme aussi élaboré de tourment. Tu as construit un monument à la haine qui survivra à nous deux. Pense à Noah. Que deviendra-t-il avec cet héritage? Tu as gagné, Mitchell, totalement et irrévocablement. Je suis détruite. Tout ce qu'il reste de ma vie n'est que l'épilogue. N'est-ce pas suffisant? Mitchell lut la lettre 2 fois,
cherchant des manipulations ou des messages cachés, ne trouvant que le désespoir pur. Pendant un bref instant, quelque chose comme le doute scintilla en lui. Puis il se souvint de l'avertissement désespéré de Noah, de la peur dans les yeux de son fils. Il se rappela la douleur du poison traversant ses veines, la trahison de découvrir que leurs années de mariage n'avaient été qu'une position stratégique pour la trahison finale. Il plaça la lettre dans la déchiqueteuse de son bureau, sans répondre. Cette nuit-là, travaillant tard dans son laboratoire, Mitchell examina son reflet dans une armoire en acier poli. L'homme qui le regardait était physiquement rétabli de l'empoisonnement, en forme, concentré, dans sa prime, mais les yeux qui le fixaient étaient différents, plus durs, plus froids, intransigeants. Vivien avait raison sur une chose, il avait changé. Le scientifique confiant et passionné qui croyait à la rédemption et aux secondes chances avait été systématiquement empoisonné, pas seulement par le thallium, mais par la trahison elle-même. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne serait plus jamais vulnérable, quelqu'un qui s'assurerait que ceux qui avaient tenté de le détruire passeraient le reste de leur vie dans une misère calculée. Mitchell accueillit cette transformation. Dans un monde où même les plus proches de vous pouvaient devenir vos bourreaux, une telle évolution n'était pas seulement justifiée, elle était nécessaire. Il se remit à son travail. Les derniers composants de son système de rétribution perpétuelle étaient presque terminés. Chapitre 9, Conséquences. Un an après la tentative d'empoisonnement de Vivien, Mitchell se tenait sur le deck de la maison de ranch du Montana, observant le coucher de soleil peindre les montagnes de cramoisi et d'or. Noah était à l'intérieur avec Diane, préparant leur soirée cinéma hebdomadaire, un rituel devenu central dans leur nouvelle vie. Le téléphone de Mitchell vibra avec une notification de Russell. Les derniers papiers ont été déposés, la fondation est officiellement établie. La Mitchell Adler Foundation for Medical Research était désormais une réalité, une organisation philanthropique légitime qui ferait avancer la recherche en toxicologie tout en servant de couverture parfaite pour la poursuite du système de rétribution de Mitchell. La fondation financerait des recherches prometteuses, établirait des bourses et contribuerait de manière significative à la science médicale, mais sous cette façade bienveillante, des ressources importantes resteraient dédiées à s'assurer que Vivien, Roland et tous ceux liés à leur complot ne s'échappent jamais des conséquences de leurs actes. Après l'annonce de la fondation dans la presse scientifique, Mitchell reçut un appel inattendu de l'agent Carmichael. Félicitations pour la fondation, Dr Adler. Une manière admirable de créer quelque chose de positif à partir de votre épreuve. Merci, agent Carmichael. Je crois en la transformation du traumatisme en objectif. Le ton de l'agent changea légèrement. C'est d'ailleurs pour cela que je vous appelle. Nous avons remarqué certains schémas concernant les individus liés à votre affaire. L'expression de Mitchell demeura neutre. Des schémas. Des anomalies financières, des coïncidences inhabituelles. Rien qui constitue une preuve d'activités illégales, mais assez pour soulever des questions. Le monde fonctionne de manière mystérieuse, agent Carmichael. En effet. Une pause. Dr Adler, hors dossier, je comprends le désir de justice complète. Beaucoup de victimes estiment que le système juridique ne fournit pas une résolution adéquate, mais la punition perpétuelle existe dans une zone grise morale qui peut consumer ceux qui l'administrent. Mitchell regarda Noah apparaître dans le jardin en dessous, lançant une balle pour son chien avec une insouciance totale. Votre inquiétude est notée, agent Carmichael. Y a-t-il un but officiel à cet appel? Officiellement, toutes les affaires liées à votre empoisonnement et à l'affaire d'espionnage Kaiser sont fermées ou en phase de condamnation. Je voulais simplement m'assurer que vous trouviez une fermeture saine. J'apprécie votre préoccupation. La fondation est maintenant ma fermeture. Si vous m'excusez, mon fils m'attend pour notre soirée cinéma. L'appel se termina, mais Mitchell resta sur le deck, méditant sur l'avertissement voilé de Carmichael. L'agent suspectait quelque chose, mais n'avait aucune preuve. Les systèmes que Mitchell avait créés étaient trop sophistiqués, trop soigneusement structurés pour être traçables. Même si Carmichael poursuivait ses soupçons, il ne trouverait rien de concret. Juste une série de malheurs frappant des personnes qui avaient conspiré pour commettre un meurtre. Mitchell rejoignit Noah à l'intérieur, où le garçon avait déjà préparé des bols de popcorn et sélectionné un film d'animation sur un jeune viking. Et son dragon,
Alors qu'il s'installait sur le canapé, Noah se blottit contre le côté de son père. « Papa, est-ce que maman va revenir un jour ?» La question fut posée avec une nonchalance qui masquait le poids émotionnel qu'elle portait des mois plus tôt. Mitchell choisit ses mots avec soin. « Non, Noah, ta mère a fait des choix qui font qu'elle ne peut plus faire partie de nos vies. » Noah hocha la tête, absorbant l'information. « Avant, j'étais triste à ce sujet, mais maintenant, je ne le suis plus. » « C'est mauvais ? » ?»« Non, mon gars, ce n'est pas mauvais. C'est une partie du processus de guérison. Docteur Lydia dit que parfois, les gens font de mauvaises choses parce qu'ils sont brisés à l'intérieur. Tu penses que maman est brisée ? Mitchell réfléchit un instant à la meilleure façon de répondre. Le point de vue du thérapeute était valide, les actions de Vivant et Roland découlaient de défauts fondamentaux de caractère, d'une brisure qui avait toujours été présente sous la surface. Je pense que ta mère a fait des choix terribles à cause de qui elle est, répondit Mitchell finalement. Certaines personnes sont abîmées d'une manière qui ne peut pas être réparée. L'important, c'est que nous soyons en sécurité maintenant et que nous ayons l'un l'autre. Noah sembla satisfait de cette réponse et se tourna à nouveau vers le film. Mitchell se demanda si son fils poserait un jour des questions plus difficiles sur les détails du crime de Vivant, sur la possibilité du pardon. Ce seraient des questions pour un autre jour. Pour l'instant, Mitchell était satisfait de voir que Noah guérissait, s'adaptait et avançait sans la femme qui avait été prête à sacrifier son père. Plus tard dans la nuit, après que Noah se fut endormi, Mitchell reçut ses rapports quotidiens sur Vivant et Roland. Son beau-père avait des problèmes de santé en prison. Rien de grave, mais des conditions chroniques aggravées par le stress et les conditions carcérales. Vivant avait été mis en cellule isolée après une altercation avec un autre détenu, un incident orchestré grâce à la manipulation soignée de Mitchell des dynamiques sociales en prison. Mitchell passa en revue les rapports avec le même détachement clinique qu'il appliquait aux données de laboratoire. Le système fonctionnait comme prévu, créant un environnement contrôlé de conséquences qui suivrait ses cibles pendant le reste de leur vie. Il accéda au serveur sécurisé de la Fondation et passa en revue les protocoles de contingence, les mécanismes qui poursuivraient son travail même s'il ne pouvait plus le superviser personnellement. Des systèmes automatisés, des personnels dédiés qui ne connaissaient pas la portée complète de leur mission, des structures financières qui resteraient stables malgré les fluctuations économiques. La Fondation n'était pas seulement son héritage pour la science médicale, c'était sa garantie que la trahison ne resterait jamais impunie. Un monument aux conséquences qui survivrait à tous les participants de cette tragédie. Mitchell ferma son ordinateur portable et se rendit dans la chambre de Noah, ouvrant doucement la porte pour vérifier son fils. Le garçon dormait paisiblement, son visage détendu, un bras passé autour de son dinosaure en peluche. Dans son sommeil, ses traits montraient des indices de l'homme qu'il deviendrait, fort, résilient, vigilant. Mitchell l'avait protégé de ceux qui lui feraient du mal, il avait créé un monde où les conséquences étaient inévitables, où la trahison ne méritait pas le pardon mais une vengeance implacable. C'était son véritable héritage pour son fils, pas seulement la fondation ou la sécurité financière, mais une compréhension fondamentale que la loyauté était sacrée et que sa violation était impardonnable. Certains appelleraient cela une obsession ou une vengeance, mais Mitchell le reconnaissait pour ce que c'était, la justice dans sa forme la plus pure, non émoussée par les subtilités juridiques ou adoucie par le passage du temps, mais nette et durable. Il ferma doucement la porte de Noah et retourna sur le balcon, fixant la nuit du Montana. Les étoiles remplissaient le vaste ciel, distantes et froides, tout comme lui. Mitchell réfléchit. L'homme chaleureux et plein de confiance qu'il avait été n'était plus, transformé par la trahison en quelque chose de plus dur, plus implacable. Il ne regrettait pas cette évolution. Dans un monde où même les plus proches de vous pouvaient devenir vos assassins, une telle transformation n'était pas une faiblesse, mais une force. La capacité de pardonner que la société valorisait tant était en réalité une vulnérabilité qui pouvait être exploitée. Mitchell avait éliminé cette vulnérabilité. Il était devenu un instrument parfait des conséquences, aussi précis et implacable que les poisons qu'il étudiait. Son téléphone vibra avec la dernière notification de la journée, confirmation que les dernières réserves financières cachées de Roland avaient été identifiées et gelées. La destruction complète de l'héritage de son beau-père était désormais achevée. Mitchell sourit froidement aux étoiles. En tentant de le détruire,
Vivant et Roland avaient au contraire créé quelque chose de bien plus dangereux, un homme qui avait maîtrisé l'art de la rétribution, qui avait systématisé la vengeance en quelque chose qui survivrait à tout le monde. Ils avaient essayé de empoisonner son corps en réponse, il avait empoisonné leur existence entière, passé, présent et futur. C'était, décida Mitchell en se tournant pour rentrer, un échange approprié. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran, et je vous verrai bientôt. What CD? What do you mean? I love gambling? Well, then start doing it, Garfield. You're in the prime gambling spot. The Mana Casino is open. CD is cooldown? Yeah, like in what context are we talking about, so? Yeah, there's hella chests. Oh, I'm starving. Oh, fuck. There it goes. 47,975 mana. Poof. Like that. In that context. Wow. Hey, don't gamble, kids. Actually, do gamble. Gamble more. Not gambling enough. I'm lost. I'll make it back. That's right. Just double it and go again. Okay, we found the warts. Now, last thing left to do, somehow find our portal. We're close. But close does not cut it. Uh-oh. Uh-oh. Okay. Everybody chill. Okay, chat, friendly reminder to check your crowd control coins. It's been roughly 30 minutes since I gave the last reminder, so you should be able to redeem 25 free coins. How close are you? What do you mean? Oh, I'm close. Oh, I'm real close. Okay, we just go up, I think. Good chat. Oh, that was fucking terrifying. Okay, I've been here, I think. I think my portal is right around here. Oh, I thought I saw it. No. It's right around here. It's gotta be. Oh, I threw away my obsidian. Fuck. Well, I don't think I had enough to make another portal anyways. Dude. It's around here. I know it. I can feel it.
Oh, so scary. Okay. Oh, here. There it is. Oh my god. Yes. Yes. Home sweet home. Okay, there's an ad starting pretty soon here. There is going to be a raffle that starts with the ad. If you are not subbed, you are going to get a 90-second ad in just a second here. Do exclamation point join to join that raffle when it starts. You'll see a message in chat. Please